Bonsoir à tous et bienvenue pour notre 4e conférence annuelle. Merci d'être aussi nombreux, ça me fait toujours chaud au cœur de voir que les sujets sur lesquels on s'investit mobilisent. Alors merci à ceux qui côtoient déjà un peu, soit parce qu'ils sont ou ont été associés, ou parce qu'ils ont accueilli des associés au sein de leur structure, ou parce qu'ils sont formateurs ou mentors ou coachs dans nos programmes, je sais qu'il y en a parmi vous. Et merci à ceux qui viennent découvrir nos sujets. Je voulais aussi vous dire qu'Unpurpose aujourd'hui à Paris, c'est 7 personnes, parmi lesquelles la formidable Joanne, je ne sais pas où elle est, mais qui a orchestré toute la conférence d'aujourd'hui. Et aussi Marion Greffly qui nous a rejoint ce printemps et qui va prendre le relais de Félix Beaulieu. Marion est assise là devant et puis elle conclura la conférence, donc vous aurez l'occasion de l'entendre et de la rencontrer. Et à propos de la conférence, alors je voulais rapidement vous dire pourquoi on est là, pourquoi on l'a imaginé. Nous, on est très fiers de la diversité des organisations avec lesquelles on travaille et de la diversité de leurs modèles, des modèles qu'elles proposent. Et même si on n'est pas prescripteur de ces modèles, on a envie d'interroger nos partenaires sur ce en quoi ils croient, ce qu'ils observent, les signaux faibles qu'ils détectent et ce qu'ils imaginent pour l'avenir. On est ravis d'avoir collaboré avec chacun de nos intervenants déjà parce que Enercop, Make Sense et Simplon ont accueilli des associés au sein de leur structure et parce que Infusio nous a offert une formation en gouvernance vivante que j'espère on renouvellera et que Yael est aussi mentor dans nos programmes. Donc, je vais laisser Maëva Tordo vous présenter nos intervenants plus en détail. Je vais me contenter de te remercier immensément, Maëva, pour toute la préparation que tu as fait en amont pour ce panel et dire que tu as cofondé le NOISE, qui est le nouvel observatoire de l'innovation sociale et environnementale à l'ESCP, qu'aujourd'hui tu diriges la Blue Factory, qui aide les étudiants de l'ESCP à se lancer dans leurs projets entrepreneuriaux. Et le côté moins corporate, c'est que tu es aussi une cofondatrice du Social Bar, qui est un espace de socialisation, enfin un bar à impact social en fait à Paris. Merci pour tout ça et je te laisse lancer la conférence. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Avant de vous présenter le panel, je me dis que ce serait sympa de savoir un peu qui est dans la salle. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont fait le programme Unpurpose déjà? Levez la main. Ok. Est-ce qu'il y en a qui vont postuler au programme Unpurpose? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas encore, mais peut-être d'ici 2-3 ans? Est-ce qu'on a des entrepreneurs sociaux dans la salle? Est-ce qu'on a des personnes qui ne viennent pas du tout du domaine de l'ESS ou de l'entrepreneuriat social? Okay. Est-ce qu'on a des geeks des business models qui connaissent hyper bien tout sur les business models? Ah, on en a une. Et est-ce qu'on a des personnes particulièrement expertes sur les questions de gouvernance partagée, intelligence collective? Okay. Ah, on a vraiment... J'espère qu'on aura des questions par là-bas. Ben, merci beaucoup, ça nous donne une petite idée un peu de qui est dans la salle. Parfait, ça marche. Bon, ça doit être un peu tout petit à voir d'ici. J'ai le plaisir donc d'accueillir le panel de ce soir. À mon côté, il y a François Durolet de Simplon. Il y a également Basile Michardière de Make Sense. Ah, je ne sais pas dans quel ordre vous étiez installés. Amandine Albizzati d'Enercop et de la NEF. Et Yael Guillon d'Infusio. Pour que ce soit plus vivant, je vais vous laisser vous présenter vous-même en 1 minute chacun. Est-ce qu'on peut commencer par toi, Yael, du coup? Bonsoir à tous. Donc, je suis Yael Guillon. Je fais partie de l'équipe Infusio qui fait du design de transformation pour les organisations de tout type, administration, public, privé, associatif. Et notre métier, c'est d'accompagner les collectifs pour les aider à réinventer leur organisation, à réinventer leurs pratiques et innover dans leur capacité à produire des résultats et générer du bien-être aussi et du plaisir pour eux-mêmes dans leur structure. Merci. Bonsoir à tous, je vois pas tout le monde, mais Amandine Albizzati, donc je suis au comité de direction de la NEF. La NEF, c'est une coopérative de banque éthique, une coopérative de 40 000 sociétaires qui finance avec l'épargne, surtout des particuliers, qui finance des projets respectueux de l'homme et l'environnement. Et je suis également
présidente du conseil d'administration d'Enercop, donc de la coopérative nationale, dont je suis administratrice depuis 10 ans au nom de la NEF, mais du coup maintenant je suis présidente et donc j'ai ces deux casquettes, je partage mon temps. Voilà, et donc Enercop, si tout le monde ne connaît pas, donc c'est un fournisseur d'électricité verte coopératif. Basile Michardière, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi je travaille chez Make Sense. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Make Sense? Ouais, top. En 2 mots, Make Sense c'est une association qui a été fondée il y a 7 ans sur le constat suivant: si on veut résoudre les grands défis du XXIe siècle, il va falloir que citoyens, entrepreneurs sociaux et grandes organisations travaillent ensemble, et nos métiers sont dans l'engagement de ces 3 entités. Donc moi je m'occupe notamment de l'incubateur à Paris. On a une 8e promotion de start-up sociale qui est rentrée dans les murs il y a peu de temps. On organise plein de formes d'engagement citoyen pour pousser les jeunes à passer à l'action. On avait un festival la semaine dernière à Bellevilloise. Et enfin, on travaille, on pourrait bosser ensemble en fait, sur la transformation des organisations positives. Bonjour François, je suis DG de Simplon, qui est une entreprise sociale et solidaire qui forme au métier en tension du numérique des jeunes sans emploi. Efficace. Du coup, la conférence va s'organiser en 3 parties en fait. Une première partie où on va se concentrer sur la question des business models et notamment de l'hybridation du coup de l'entrepreneuriat social, des business models. Comment est-ce qu'on associe cette pérennité financière avec l'impact social? Et pour ça, on aura d'abord l'exemple de Simplon, donc que François va présenter. Il va avoir un temps un peu plus long pour pouvoir nous donner vraiment une sorte de cas d'étude de cas, où on va comprendre plus en profondeur comment Simplon s'est organisé. Puis ensuite, on échangera tous ensemble sur ces questions-là. Et dans le deuxième temps, on ira sur les questions de gouvernance partagée. Donc là, c'est Amandine qui prendra le micro pour nous présenter plus en profondeur la NEF et Enercop. Et ensuite, ce sera à vous de participer pour qu'on puisse tous échanger. Et avant d'aller boire des coups, je crois, au fond, il y a à manger. Comme social bar, je pense toujours à ce genre de choses. François, tu te lances? Oui. Alors, t'as la télécommande. Voilà, bonjour à tous. Quel modèle pour l'impact social de demain? Donc c'est un grand sujet. Donc comme c'est un sujet compliqué, j'ai mis oups, pas si simple. Simplon, on a 5 ans dans quelques jours, on a failli mourir plusieurs fois. Donc 2 fois, on n'est pas passé très loin, et je pense que voilà, c'est pas sûr que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, Simplon existe toujours. Mais on a 3 associés d'On Purpose, et on en est super content, qui nous aident à consolider notre business model. Marie qui est maintenant au Move, et puis Gwendoline et Alix qu'on a accueillis la semaine dernière. Voilà. Et on en est super content. Alors, d'abord quelques mots sur Simplon. Donc Simplon, ça a été créé il y a 5 ans dans une usine à Montreuil. Un des cofondateurs est Frédéric Bardot, qui est très présent dans l'économie sociale et solidaire. L'idée est venue des bootcamps américains qui ont été créés pendant la crise financière aux États-Unis dans les années 2008, 2009, 2010. Les entreprises de la côte ouest à l'époque avaient d'énormes besoins de codeurs, donc Facebook, Google, Microsoft, etc. Et en même temps, il y avait beaucoup de gens au chômage dans l'industrie de l'automobile, l'aéronautique, etc. Et ces systèmes de bootcamp, c'était des systèmes de formation accélérés, rapides, pour des gens hyper motivés, qui, après formation, rejoignaient directement les entreprises de la Silicon Valley. Et les fondateurs de Simplon avaient vu ce modèle et se sont dit on va faire la même chose en France. Et ils ont rencontré Frédéric Bardot, ils ont donc un entrepreneur social qui avait déjà créé des entreprises. Ils ont collecté de l'argent, ils ont loué une usine à Montreuil et ils ont monté la première formation. Et comme le dit Erwan Kézar, qui est un des fondateurs, il était non seulement solidaire, mais aussi suicidaire, puisque non seulement la formation était gratuite pour les jeunes demandeurs d'emploi, mais en plus ils étaient payés. Voilà, ça c'était le premier modèle économique qui n'a pas perduré malheureusement, à part la gratuité qui est vraiment dans notre ADN. Voilà, donc cette école a ouvert en même temps, la même semaine que l'école 42 de Xavier Niel. Donc très vite, il y a des bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau de Simplon, Orange, Microsoft, puis le gouvernement à travers La France s'engage. Et ça a permis d'essaimer le modèle. Et c'est un modèle qui est basé sur un peu 3 éléments de valeur, si vous voulez. Le premier, c'est une capacité à sourcer et à repérer
dans des gens sans emploi, sans condition de diplôme et d'expérience professionnelle, des gens qui vont être motivés, qui savent travailler en équipe et qui vont faire des bons codeurs ou des bons développeurs. Le deuxième élément, c'est une pédagogie qui est un mix de ces bootcamps américains et des pédagogies alternatives comme Freinet Montessori. Donc c'est énormément en mode projet. On travaille beaucoup sur le learning by doing, le learning by teaching, etc. Je pourrais y revenir si vous voulez. Et le troisième élément de valeur, c'est une proximité forte avec les entreprises. Donc nous, les entreprises sont nos amis. On les fréquente avec, comme Goethe dit, qu'il faut fréquenter le diable, c'est-à-dire avec une cuillère à long manche quand on mange avec lui. Mais c'est quand même elle qui recrute, c'est elle avec qui on travaille sur les référentiels de formation. Donc cette proximité est importante parce qu'elle nous permet en fait de détecter les compétences dont elles ont besoin sur les métiers du numérique et donc de concevoir les référentiels de formation qui correspondent sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle ou d'autres sujets. Très vite, Simplon a grandi avec un modèle d'essaimage en France et à l'étranger. Donc aujourd'hui, il y a une quarantaine d'écoles. La moitié sont des écoles Simplon et l'autre moitié sont des écoles qu'on a ouvertes avec des porteurs de projets qui peuvent être des collectivités locales, des associations, des chambres de commerce, des grandes entreprises. Vous avez peut-être entendu parler de l'école Microsoft Intelligence Artificielle qui a été ouverte avec Simplon à Issy-les-Moulineaux il y a un mois environ. Donc une quarantaine de fabriques. En termes d'indicateurs d'impact, on a formé jusqu'ici 2000 personnes. À l'entrée en formation, c'est tous des demandeurs d'emploi. La formation est gratuite, courte, intensive. On a 60% qui ont bac ou inférieur au bac, donc on est un réseau qui est très, très inclusif. La moyenne d'âge, c'est 29 ans. Et on a 35% de femmes dont on est très fiers. La moyenne des écoles du numérique, c'est de l'ordre de 20%, et l'école 42, honte à eux, je ne devrais pas dire ça, c'est 7%. Donc voilà, ça c'est à l'entrée. Et à la sortie, on a très peu de décrochage et on a 80% de sorties dites positives Pôle emploi, dont les 3/4 sur des contrats de travail. Et le quart restant, c'est création d'entreprise ou poursuite de formation. On a des passerelles avec les écoles, etc. Et on a deux activités. On a une activité qu'on fait par hasard, mais qui marche très bien, qui nous a été demandé par la Poste. Des postiers sont venus nous voir et nous ont dit on aimerait bien que vous fassiez la même chose à l'intérieur de l'entreprise, de la Poste. Donc on forme des postiers en fait qui rejoignent la DSI de la Poste. Donc c'est un truc assez sympa. Et on fait ça maintenant avec pas mal de boîtes et ça contribue un peu au modèle économique, j'y reviendrai. Et on a une activité de prod, on a une agence de développement web et mobile qui fait des sites web et des applis pour des acteurs essentiellement de l'économie sociale et solidaire. Vous avez peut-être vu la plateforme équivalente Tomboucoin qui a sorti Emmaüs. Bon, là, c'est Simplon qui l'a faite avec un autre partenaire qui s'appelle le SIC. Donc voilà ce qui est Simplon en deux mots. Pour continuer à dresser le panorama, on est une entreprise. On est une entreprise qui a un agrément d'organisme de formation et qui a aussi un agrément dit ESUS, c'est-à-dire on est une entreprise solidaire d'utilité sociale. On a une fondation abritée par la Fondation FAS, qui est un véhicule philanthropique qui s'appelle la Fondation Simplon. J'y reviendrai sur le modèle économique. Et quelques éléments de chiffres. On est 120-130 salariés, je vais vite, et on va faire cette année de l'ordre de 9 millions de volume d'activité. Alors très vite, parce que j'ai déjà mangé la moitié de mon temps. Où est passé la caillasse? La problématique qu'on a, vous le savez, c'est que le paysage des financements, il évolue énormément avec, je dirais, une forte diminution des financements publics et puis des solutions alternatives qui apparaissent et qui sont généralement en croissance, microdons, l'épargne salariale, etc. Donc c'est des sujets importants puisque nous, on doit s'adapter en permanence au paysage, je dirais, de l'argent disponible et donc être très attentif à ces évolutions. Comment faire? Donc ça c'est un point important. Avant de parler d'hybridité des modèles, mais il faut parler de l'hybridité de ce qu'on fait, parce qu'en fait ce qui est hybride, c'est pas le modèle, c'est notre activité qui est effectivement mixte. Aujourd'hui, nous on fait de la formation professionnelle et la formation ne différencie pas ou très peu les individus selon leur origine sociale, leur sexe, leur lieu d'habitation. Elles payent la même chose quels que soient les gens. Et quand vous voulez qu'il y ait plus de femmes dans le numérique ou quand vous voulez ouvrir des formations aux réfugiés, en fait, il faut aller trouver de l'argent ailleurs que dans la formation professionnelle. Et donc, c'est ça l'hybridité. En fait, au départ, l'hybridité, c'est parce que le marché ne permet pas de couvrir l'ensemble des besoins, notamment solidaires et sociaux.
Et ça, c'est parce que votre activité est hybride que vous êtes obligé d'avoir un modèle hybride. Donc c'est essentiel. Quand on a lancé la formation réfugiés, on est allé voir le ministère de l'Intérieur, il nous a dit « Ah ben non, ça rentre dans aucune règle, il n'y a pas de fonds disponibles pour ça ». Et donc on est passé par un soutien direct du ministère de l'Intérieur pour soutenir l'opération, mais qui était en dehors des fonds, familles, etc. qui sont disponibles. L'élément important aussi sur les business models, c'est que les business models hybrides, ils sont fragiles. Nous, je l'ai dit, on a failli mourir, donc on est comme toutes les organisations du secteur de l'économie sociale et solidaire et beaucoup de PME, TPE. On est passé par la vallée de la mort, c'est-à-dire que pour atteindre un impact important, on est obligé de franchir un certain nombre d'étapes qui sont des étapes initiatiques d'une certaine façon, mais qui sont des étapes aussi qui testent la solidité du modèle et de l'entreprise, et ça c'est essentiel. Beaucoup d'entreprises sociales et solidaires meurent en fait dans la vallée de la mort des premières années. La vallée de la mort, c'est le moment où toutes les entreprises qui se créent ont des difficultés de trésorerie importantes. Alors hybride, là c'est un carpin, donc c'est un mariage de la carpe et du lapin. Donc nous on dit qu'on est un petit peu ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire hybride? Ça veut dire qu'on va, je dirais, mixer du chiffre d'affaires et des subventions pour financer nos activités. Dans un équilibre qu'on essaye d'être le moins possible dépendant aux subventions à l'échelle du temps. Donc ça veut dire essentiellement ça veut dire qu'on va mixer des ressources d'origine différentes, qui sont normalement des ressources qui vont habituellement à des entreprises d'un côté, donc du chiffre d'affaires, ou des associations et des fondations de l'autre. Donc l'hybridité, elle va être là dans le je dirais, le business model, et j'y reviendrai à travers les questions. L'hybridité, elle est aussi dans l'organisation, hein, bien sûr. Donc ça, c'est le schéma de fonctionnement de Spotify, qui est une entreprise de la tech qui fonctionne avec des tribus, etc. Donc nous, on a beaucoup d'éléments qui viennent de là. Et l'hybridité, c'est effectivement les sous hein, dont je parlais tout à l'heure, qui est un élément essentiel. Donc nous, par exemple, on a aujourd'hui à peu près 2 tiers de chiffre d'affaires, 1 tiers de subventions. On a fait 2 levées de fonds. On en a fait une de 5 millions d'euros l'année dernière, avec des fonds qui viennent énormément de l'épargne salariale. Donc on utilise, je dirais, ce type de levier, donc en essayant de diversifier nos ressources. Je vous ai mis rapidement le manifeste de Simplon. C'est un manifeste qui a été fait par les équipes, hein, et non pas par nous, récemment, il y a 1 mois. Et en fait, c'est sur le hack, qui est le hack qui est un élément important de la culture tech. Alors c'est le hack gentil, hein. Voilà, on ne fait pas des choses illégales, mais quand vous voulez créer ou utiliser nos modèles économiques qui font de la solidarité, qui font de l'impact social, vous êtes en permanence, je dirais, un petit peu aux limites. On teste les limites. On est aussi, nous, on a des acteurs qui sont actionnaires de Simplon et qui testent avec nous des limites. Par exemple, dans une entreprise, normalement, avoir du chiffre d'affaires et des subventions, ça n'existe pas trop. Donc on est, je dirais, on teste finalement des modèles innovants dans cette hybridité, de solidité financière. Alors l'horizon se dégage, j'ai mis ce slide rapidement parce que aujourd'hui, vous le savez, il y a un certain nombre de réflexions au sein du gouvernement, avec Christophe Itier, etc., qui sont très positives. Vous avez entendu parler des entreprises à mission. Nous, on a eu pas mal de travaux avec le MOVE, la Fondation de France et d'autres pour rendre éligibles les entreprises et USUS à une partie de mécénat, par exemple. Voilà, donc ce sont des choses importantes. Nous, on considère qu'on ne distribue pas de dividendes aux actionnaires, on a une échelle des salaires qui est de 1 à 5, notre mission est essentiellement sociale, même si on est une entreprise. Donc on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas, du fait de notre activité, pouvoir avoir ce modèle hybride et qu'il ne soit pas, je dirais, non reconnu, en fait, comme il l'est aujourd'hui par les textes. Et enfin, toujours hybride, c'est une licorne. Vous savez que dans la tech, il y a beaucoup de licornes, donc c'est des entreprises qui ont des capitalisations supérieures à 1 milliard de dollars, donc c'est énorme. Mais nous, on espère, collectivement, en fait, devenir une licorne de l'impact social. Donc je ne sais pas si on survivra les prochaines décennies, parce qu'on a encore beaucoup d'espoir, mais aussi probablement beaucoup d'épreuves financières et économiques devant nous. Mais voilà, on a déjà réussi un certain nombre de choses et on est vraiment drivé par l'impact social. Je conclurai là-dessus. On pense que le numérique peut être formidablement destructeur, l'ubérisation, etc. Mais ça peut être aussi un formidable vecteur d'insertion, de citoyenneté. Et donc c'est ce qui nous anime profondément.
Merci beaucoup. Est-ce que tu peux revenir sur la notion de mix entre chiffre d'affaires et subvention et comment est-ce que ça a évolué dans l'histoire de Simplon et où ça va? C'est-à-dire que, forcément, comme tu le mentionnais, à un moment donné, vous allez chercher à minimiser peut-être les subventions. Comment est-ce que ça a évolué, cet équilibre-là? Oui, en fait, Simplon a été créé au départ essentiellement avec des subventions de fondations d'entreprises ou des subventions de l'État ou de la communauté européenne. Et on est en train je dirais, d'inverser les choses. Donc l'année dernière, on devait être à 70-30, 70... non, on était à 60-40, plutôt 60% de chiffre d'affaires, 40% de subventions, et cette année on va être à 70-30, et l'objectif et notre business plan c'est d'être de l'ordre de 90-10 dans les 5 ans qui viennent, donc d'avoir une moindre dépendance aux subventions. En même temps, nous on pense qu'on en aura forcément besoin parce que on ne gagnera probablement pas assez d'argent pour lancer des pilotes ou des expérimentations comme on le fait sur les réfugiés ou sur les femmes, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est un point d'attention. Et pour les subventions, là, on a créé la Fondation Simplon assez tôt, qui nous permet d'avoir un véhicule philanthropique, puisque certaines entreprises, notamment quand elles veulent bénéficier d'exonération fiscale, elles passent par la Fondation Simplon, donc ça nous permet d'avoir, je dirais, d'hybrider aussi notre possibilité de fundraising, en fait. Et comment vous allez faire pour arriver sur du 90-10? En fait, c'est assez simple. La formation professionnelle, c'est une activité commerciale, vous le savez, et il y a des financeurs de la formation professionnelle. Donc nous, notre objectif, c'est d'arriver à avoir une activité qui est basée essentiellement sur ces financements. Donc en étant très optimisé. Alors on a un espèce de double handicap. Donc c'est aussi pour ça qu'on développe cette activité de formation de salariés d'entreprise qui est, elle, complètement commerciale, même si on considère qu'on a un impact social fort puisqu'on est sur des reconversions. Donc Fred appelle ça l'effet Minority Report. On forme les gens avant qu'ils aient des gros problèmes au sein de leur entreprise. Donc il y a une mixité des sources de revenus, je dirais, donc ça c'est quelque chose d'important. Et comment dire, mais on a un double handicap, donc c'est pour ça que c'est pas très très facile, c'est pour ça que je disais oups, c'est que en fait nous on a quelque chose qui est inscrit dans nos statuts, qui est donc extrêmement fort à Simplon, qui est la gratuité des formations en France. Donc les formations sont gratuites et il y a peu d'acteurs qui font ça. Donc par rapport aux acteurs commerciaux, ça fait quand même une sacrée différence puisque une formation équivalente, elle est payée 6 000 € à peu près sur le marché, entre guillemets, par d'autres acteurs. Et puis on a un deuxième handicap, entre guillemets, c'est qu'on essaye d'être plutôt dans les quartiers populaires, on est à l'île de Groix, au Terre-sur-Drône, on accueille des réfugiés dans nos formations. Donc tout ça, ça a des coûts en fait supplémentaires de coûts de formation par personne. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque en essayant justement de plus développer votre chiffre d'affaires, d'adresser finalement un public qui est moins en besoin de vos services? Oui, ça c'est un sujet permanent, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de ressources de la formation professionnelle sont liées à l'employabilité des candidats et leur capacité à trouver un emploi. Donc évidemment, même si les formations sont gratuites, on pourrait être tenté, nous, en disant on prend que des diplômés, comme ça on est un peu près sûr qu'ils vont trouver un job. Et puis on prend des garçons, et puis on prend des garçons blancs, parce que c'est ce qui marche dans le numérique, et pas de femmes voilées de banlieue. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment ça c'est vraiment ça la réalité. Et donc, en fait, on a ces tentations, mais on a des indicateurs d'impact, on a une équipe qui est très motivée là-dessus, donc c'est des points auxquels on veille de façon extrêmement vigilante. Merci beaucoup. Basile, est-ce que tu pourrais nous parler d'autres modèles de business models sociaux? Tu m'as dit que dans l'accompagnement que tu fais, vous présentez souvent différents modèles. Est-ce qu'à partir de cet exemple de Simplon, tu pourrais nous aider un peu à élargir et à avoir une vision plus grande? Plaisir. Je pense que Simplon quand même est un modèle parmi ces modèles-là, par la capacité que vous avez à aller chercher justement à travers plein d'activités différentes, plein de sources de financement différents. Et fait partie des entreprises qu'on présente aux jeunes entrepreneurs qu'on accompagne, aux entrepreneurs et moins jeunes justement. Une des tendances majeures, c'est que tout le monde a compris qu'il y a une raréfaction de l'État. On l'entend plus dans les discours des
directeurs d'associations, on l'entend plus dans le discours des puissances publiques, et donc il y a une sorte d'ouverture de l'esprit et d'innovation qui se met en place sur la manière on peut aller trouver de l'argent. Moi, la question que j'aime bien poser pour essayer de challenger les gens là-dessus, c'est à qui profite l'impact? Si on réfléchit sur qui bénéficie des externalités positives de votre activité, vous pouvez commencer à mettre le doigt sur des structures qui sont intéressées financièrement à suivre votre activité. 2 exemples que vous connaissez sans doute. Le premier, un des plus prometteurs en France, c'est Territoire zéro chômeur de longue durée. Évidemment, le constat est très simple. Aujourd'hui, une personne au chômage, ça coûte 17 000 € par an à la collectivité. Alors, évidemment, ça varie en fonction du territoire, mais l'expérimentation, en l'occurrence, elle a lieu à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise. C'est 17 000 € là. Si tous les acteurs se mettent d'accord au travers d'un fonds suivi par l'État, on met tout cet argent-là, et au lieu de l'utiliser en allocation, on le donne à des entreprises à but d'emploi, des EBE, pour qu'elles emploient ces personnes-là, qu'elles les remettent dans le circuit professionnel. Si ça marche, ça, aujourd'hui, c'est pas tant pour cet éclair de génie, le prenant l'argent, mettons-le d'une poche à une autre, mais parce qu'il mobilise un tissu d'acteurs en local, des associations, des entreprises, et surtout la puissance publique qui bossent ensemble sur du cas par cas à chaque fois. Et l'expérimentation est en train de passer à l'échelle. Donc ça, c'est l'idée de coût évité qu'on retrouve vraiment. Le coût évité pour la puissance publique, mais ça peut être le coût évité pour le privé également, ça se retrouve sur la formation. Et rapidement, un deuxième exemple, parce qu'il est compliqué et il pose plus de questions sur ensuite est-ce qu'on ne va pas dénaturer l'activité de l'association. C'est l'accessibilité au public éloigné. On peut par exemple penser à Voisin Malin, je trouve que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Voisin Malin, ça a été monté par une dame qui est une travailleuse sociale historique, qui est partie du constat qu'on a énormément de personnes en France, qu'on a des publics éloignés dans des quartiers aussi dits populaires, qui sont pris dans une forme de repli sur soi, qui est à la fois communautaire, mais qui est surtout, et c'est sans doute le plus terrible, de forme individuelle. Et qu'une des conséquences de ça, c'est qu'il y a énormément d'argent public ou d'opportunités d'emploi qui ne sont pas actionnées. On appelle ça le non-recours. Une des façons, donc en gros, si demain, moi, conseil général, je toque à ta porte en t'expliquant tu peux refaire tes fenêtres et lutter contre ta précarité énergétique pour 0 €, en fait, ça ne va pas être actionné parce qu'il y a un manque de confiance de fou. Une des façons de lutter contre ça, c'est d'essayer de passer par les pairs, donc le boulot de Voisin Malin qui se présente comme un réseau social de quartier, et de dire je vais identifier les personnes les plus leaders, charismatiques, dans un quartier, je vais les former, je vais les salarier pour qu'elles créent du lien sur place autour d'activités, de liens sociaux, toutes les choses qu'on peut imaginer, mais également au service d'entreprises et de la puissance publique pour aller faire notamment du porte-à-porte. Alors évidemment, Voisin Malin a mis, ça sera la deuxième partie de notre conversation, plein de barrières pour pas que ça soit du démarchage hyper agressif, vous en doutez, mais le super exemple, ça reste celui de la précarité énergétique, en fait, notamment porté par les acteurs d'énergie, mais également toutes les bourses de réinsertion qui sont disponibles. Voisin Malin, aujourd'hui, je regardais avant de venir, c'est seulement 30% en fait. Ça, en termes de budget, le chiffre d'affaires, c'est que 30%. Le reste des subventions. Donc l'équilibre, pour rebondir sur ta question, est quand même encore loin d'être atteint. Voilà, 2 modèles. Et est-ce qu'on peut trouver un business model pour tous les enjeux sociétaux? Alors, double non. Là, on touche après les convictions. La raréfaction de l'argent public ne doit pas dire retrait de l'État. Il y a des sujets sur lequel le marché ne peut pas proposer de solutions qui soient vertueuses. Je pense notamment à l'éducation. C'est pas simple, notamment pour les plus jeunes. Et je pense qu'après, plus précisément, parce il faut vraiment faire du cas par cas ici, c'est sur tous les garde-fous dont je parlais, dont on va pouvoir reparler ici. On peut sans doute réfléchir à des opportunités de créer de la valeur économique dans plein de domaines, mais il faut que cette réflexion elle aille de pair avec toujours garder l'impact au cœur. Et est-ce que tu as un exemple peut-être parmi les entreprises que tu accompagnes au Sensculpt de projets qui n'ont pas trouvé leur business model, qui ne pouvaient pas? Énormément. Il y a plein de critères différents. Je pense qu'il y a aussi on rencontre des porteurs de projets comme ça qui sont associatifs, notamment au travers de la France s'engage. Et il y a une sorte de frilosité à aller vers le monde de l'entreprise. Parfois, la longueur du manche de la cuillère en bois est un peu long. Et je pense que ça, c'est un cas qu'on a aussi, c'est de dire, moi, je ne vais pas aller bosser avec les boîtes parce que j'ai peur que dans 3 ans, ça me détourne de ma mission. Voilà. Et ça, après, nous, pour toujours Tom Cruise, on fait de l'inception.
là-dessus, pour essayer de leur montrer qu'à terme, il y a possibilité d'arriver, en mettant en place plein de systèmes, d'avoir des partenariats win-win. Et du coup, de la même façon que, donc, si on ne peut pas avoir des business models pour tous les problèmes de société, est-ce qu'il y a des entreprises qui présentent des business models qui se disent sociaux, mais qui en réalité, si on creuse un petit peu, ne vont pas assez loin? Vous pouvez tout répondre. Eh ben absolument, absolument aussi. C'est toi, François, qui donnait l'exemple juste avant quand on en parlait de la base de la pyramide. Je suis tout à fait d'accord. Donc la base de pyramide, c'est une idéologie. Une idée sortie au début des années 90 qui est de dire que les entreprises aujourd'hui adressent un marché des 800 millions de personnes les plus riches de la pyramide et qu'en fait, il y en a 3 à 4 milliards à qui on peut vendre énormément de biens et services. Surtout des biens. Là, on est dans une logique purement capitaliste de revente. Je pense qu'on ne crée pas nécessairement de l'intégration sociale en faisant ça. Après, moi, mon réflexe là-dessus, ça serait de dire rentrons bien dans le détail de chaque modèle, parce que la caricature, on est sur des questions idéologiques qui sont hyper fortes. J'étais encore en intervention dans une grosse ONG française récemment, où on nous a levé de bouclier sur vous êtes dans l'efficacité et tous ces discours-là aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment être très précis, cas par entreprise. François, peut-être pour terminer sur cette partie de business model, je voudrais bien ton témoignage, parce que toi, du coup, tu as travaillé dans des entreprises, dans des organisations privées, publiques, maintenant tu es dans l'hybride. Dans le public, on a bien vu qu'il y avait des gens qui venaient d'un peu partout. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la différence du vécu que tu as dans ces organisations? Oui, la différence est assez simple, et d'ailleurs, quand on parle aux associés d'On Purpose qui viennent rejoindre de Simplon, on en a... Je dirais l'éclatante illustration, c'est que la différence, c'est l'argent, en fait, simplement. C'est-à-dire qu'une entreprise privée, ce qui est quand même l'instrument de mesure universel, et l'instrument de mesure, il fait souvent la culture. Hein. C'est l'argent, les gens ont des incentives, les actionnaires mettent de la pression, enfin, etc. Donc c'est vraiment fondamentalement au cœur du système, alors que dans des entreprises comme les nôtres, et c'est pour ça que c'est compliqué, et de temps en temps, moi je me dis que finalement, comme on n'est pas très rentable, on nous laisse vivre, et que si on était rentable, on nous achèterait, ou si on n'est pas du tout, on nous tuerait. Enfin voilà, je me dis un peu ça de temps en temps, et je pense que je suis assez lucide. Voilà, donc la différence, c'est l'argent. Donc nous, c'est pas l'argent qui nous intéresse, hein, c'est l'impact social. Donc on aime bien être payé à la fin du mois. Hein, donc il y a des enjeux autour de ça, mais c'est pas le moteur principal des personnes qui sont à Simplon. Donc c'est ça qui fait la différence, et c'est aussi pour ça que nous, on a des instruments de mesure. Par exemple, les cadres de Simplon, rapidement, hein, on a mis en place une technique qui peut choquer certains, hein, qui vient plutôt des entreprises privées. Donc les membres du comité de direction de Simplon, ils ont une part variable de rémunération qui est entre 5 et 10% de leur rémunération chaque année, et qui est pour moitié calculée sur l'impact social, et pour moitié sur leur capacité à atteindre leurs objectifs de budget, parce qu'il n'y a pas d'impact social sans équilibre économique pour une entreprise comme la nôtre. Donc on essaye de bricoler avec tout ça, mais c'est pas si simple. Mais la grosse différence, c'est l'argent, oui, bien sûr. Et bien ça fait un super pont de commencer à toucher un petit peu sur la question de gouvernance. Amandine, on va passer à toi. Donc maintenant, on va découvrir les modèles d'Enercop et de la NEF. Il y a des sociétaires de la NEF dans la salle. Ok. Est-ce qu'il y a des clients d'Enercop et sociétaires d'Enercop? Il y en a qui sont clients et qui ne sont pas sociétaires. Okay. Est-ce que vous savez ce que votre banquier fait de votre argent? Qui sait dans cette salle ce que son banquier fait de son argent? En gros, même pas précisément. Et qui sait d'où vient son électricité? Ok. Le principe de la gouvernance partagée pour la NEF et pour Enercop, c'est un peu c'est pour ça que je voulais parler des deux, c'est parce qu'il y a quand même un esprit très proche dans les deux projets. C'est déjà que vous, clients, vous puissiez savoir d'où vient ce que vous consommez et comment, en gros, ça fonctionne. Donc, la NEF est un projet un peu plus ancien, donc elle va fêter ses 30 ans cette année. Et Enercop a un peu plus de 10 ans.
mais ce sont deux coopératives qui ont pour objet une transformation sociale. Donc ça c'est dans les statuts de la nef, il y a cette transformation sociale. Maintenant on parle de transition écologique et sociale, on parle de transition citoyenne, on peut mettre les mots qu'on veut, mais l'idée c'est que c'est vraiment au cœur de l'objet de ces deux coopératives, c'est bien donc une transformation de société. Et donc là le thème que moi j'aborde c'est le comment. Donc le comment, y a même le modèle économique, c'est aussi un comment, c'est comment on fait, mais aussi donc avec quelle gouvernance. Donc la question de la gouvernance, vous entendez parler d'entreprises libérées, mais en tout cas pour Enercop et pour la NEF, la gouvernance, ça va au-delà de ça. D'abord il y a le principe coopératif, donc ça vous savez tous que donc une coopérative c'est donc un homme une voix, un homme une femme une voix. Donc c'est quel que soit le montant de capital qu'on détient, on a une voix à l'Assemblée générale. Donc ça c'est le principe de base. Donc la NEF c'est 40 millions d'euros de capital social. Détenu par 40 000 sociétaires. Enercop, c'est 10 millions d'euros et presque 30 000 sociétaires dans tous les réseaux. Voilà, c'est un peu détaillé, un peu similaire aussi. Et donc, le principe, c'est donc de la coopérative, donc c'est un homme, une voix, et c'est aussi donc l'impartageabilité des réserves. Donc c'est l'idée que donc la richesse est réinvestie dans l'entreprise et qu'elle n'est pas partageable. Donc c'est-à-dire que une partie, disons, dans les réserves, donc reste propriété de l'entreprise et n'est pas distribuable. Et puis donc il n'y a pas de plus-value sur les parts sociales. Mais ça c'est la base, mais il y a beaucoup dans l'économie sociale, il y a beaucoup de coopératives qui sont bien loin des principes de transformation sociale et de participation citoyenne et de démocratie dans l'entreprise. Donc à la NEF comme à Enercop, déjà, le principe, c'est aussi le partage équitable de la valeur créée. Donc, du coup, c'est l'idée que toutes les parties prenantes, que ce soit le porteur de projet qui a un crédit, ou l'épargnant, ou les salariés, les sociétaires, chacun s'y retrouve. C'est la même chose pour les producteurs d'électricité, les clients, et donc les salariés, les collectivités, toutes les parties prenantes. Donc ça c'est un élément aussi important. Et par ailleurs, donc il y a d'autres principes très forts qui sont par exemple la transparence. Parce que je vous posais la question tout à l'heure de qu'est-ce que vous saviez de ce qu'on fait de votre argent, d'où vient votre électricité, pour pouvoir être partie prenante de l'entreprise, pour pouvoir participer à la transition énergétique via Enercop, déjà il faut savoir. Et donc quand on parlait de la différence entre l'entreprise classique et l'entreprise de l'ESS, où il y a aussi cette circulation de l'information, qu'est-ce qu'on dit de son modèle économique, qu'est-ce qu'on dit de son tarif, comment est constitué le tarif, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans l'offre. Donc ça, c'est des éléments qui sont très importants. Et puis après, donc, il y a la relation aux salariés. Donc c'est là que le côté un peu entreprise libérée. Donc, par exemple, pour prendre l'exemple de la NEF, quand on recrute, donc chaque salarié a des formations sur la relation interpersonnelle. Nous, on utilise la méthode ESPER.
Et ça, c'est apprendre, et puis c'est valable pour aussi les cadres au niveau du management. Et la question, c'est comment je me positionne dans l'entreprise. Et ça, et aussi par rapport aux clients. Donc, comment j'accueille un client. Mais donc, c'est la question de où je me trouve quand je parle. Enfin, c'est des choses très classiques maintenant, mais qui sont quand même à la fois classiques et pourtant, si on arrivait tous à faire ça, même chez soi, de dire d'où je parle, est-ce que donc de dire je, de ne pas parler sur l'autre, d'être dans le de pas quand on reçoit quelque chose, d'essayer de l'exprimer en retour à la bonne place, etc. Mais c'est des choses qui sont assez basiques, mais finalement qui sont très peu travaillées dans les entreprises. Au niveau de l'ENERCOP, donc depuis 4 ans, on a travaillé avec l'Université du Nou sur quelque chose qui ressemble un petit peu à l'holacratie. Je ne sais pas si vous connaissez l'holacratie, mais donc il y a également un système, par exemple sur la rémunération, un cercle de rémunération. Donc c'est pas le top management qui décide la constitution de la grille salariale, mais c'est de pouvoir dialoguer à un grand nombre de salariés autour de cette question du salaire, de l'organisation. Et vu qu'il reste pas beaucoup de temps, peut-être que tu peux nous montrer les schémas. Ouais. Sauf si tu préfères ne pas nous les expliquer, mais c'est juste pour qu'après on puisse échanger. Il te reste 3 minutes. Ok. Alors c'est parti sur les schémas. Alors pour commencer par celui de la nef. Donc, ce qui est intéressant dans les deux cas, donc on a 2 coopératives qui sont un peu dans ce système équitable et citoyen. Et le choix de la nef, il a été de rester une seule coopérative. Pourquoi ? D'abord parce que dans le monde bancaire, la nef est déjà petite. Pour pouvoir gérer des comptes courants, être une banque, avoir l'agrément de la Banque de France. Et en même temps, parce que dans son modèle, donc ce qu'elle a fait pour pouvoir faire participer ses clients, ses sociétaires, c'est donc d'abord on a un conseil de surveillance et un directoire. Et donc au niveau des sociétaires, ils s'investissent donc dans la vie coopérative. On a des salariés qui sont dédiés à l'animation de la vie coopérative et ils forment des groupes locaux au niveau des territoires. On a une 50aine de groupes locaux et ensuite ils se réunissent dans des assemblées de coordinateurs locaux. Et qu'est-ce que font les sociétaires pour s'investir dans la nef ? Alors ils peuvent participer à recevoir des dossiers de crédit. Ils peuvent tenir des stands, parler de qu'est-ce que c'est la finance éthique, les produits d'épargne. Ils peuvent aussi avoir un regard sur mais où la nef place l'argent qu'elle ne prête pas. Alors là, ça les intéresse beaucoup. Donc il y a plein de réunions, mais aussi sur la charte des salariés, enfin les sociétés. Donc il y a énormément de champs où les sociétaires ont envie de s'investir et donc ils créent ces assemblées de coordinateurs locaux et ensuite ils travaillent avec nos délégués régionaux, nos équipes régionales salariées et il y a une espèce d'instance mixte régionale. Voilà. Et puis le gros travail de l'année, c'est la préparation de l'Assemblée générale pour pas que ce soit un seul moment, parce que je disais un homme, une voix, mais bon, après il y a les pouvoirs au président, il y a plein de choses. Du coup, en amont de l'Assemblée générale, il y a autour de 60 à 80 assemblées locales qui sont animées par les sociétaires, donc qui sont formés à l'avance sur le rapport d'activité, sur les comptes, et c'est eux-mêmes qui organisent de manière totalement libre où ils veulent des assemblées locales pour expliquer aux autres sociétaires les comptes de la nef, les enjeux, etc. Donc ça c'est le modèle de la nef.
le modèle d'Enercop, il a été de dire que il y a l'ancrage territorial, c'est vraiment un des points sur le circuit court de l'électricité, de pouvoir mettre à un endroit des consommateurs et des producteurs. Et du coup, l'idée, ça a été de dire, nous, on veut grandir parce qu'on veut que la transition énergétique avance, on veut changer d'échelle, mais on va changer d'échelle en créant, en essaimant des coopératives locales. Et encore pour le moment, c'est à l'échelle régionale, mais on aimerait bien que ce soit infra-régional, et de pouvoir donc créer des circuits courts et de créer des coopératives donc, sous forme de cycle avec toutes les parties prenantes à l'intérieur. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait sur les 5-6 dernières années. Donc aujourd'hui, il y a 9 coopératives locales. Il y a Pays de la Loire qui va se créer d'ici la fin de l'année. Et du coup, la question maintenant, c'est comment on passe d'une coopérative nationale à un réseau de coopératives locales qui détiennent des services mutualisés de fourniture d'électricité. Et donc, avec un pouvoir au local. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est à chaque fois, par exemple, là, on avait besoin de faire une refonte de notre grille tarifaire. Donc, le tarif chez Enercop, c'est un truc hyper sensible, important. Enfin, pourtant, il n'a pas bougé depuis 10 ans. Il est certes au-dessus de celui des concurrents, mais il a pas bougé. Et donc, il y a une espèce de crispation autour de au secours, est-ce qu'il faudrait qu'on bouge le tarif ? Et du coup, il y a... Pour mener toute cette réflexion, comment on fait avec 10 instances, 10 coopératives, 10 conseils d'administration, plus évidemment tous les sociétaires. Et du coup, voilà, on a avec cette notion d'autonomie de chacun, donc chacun a sa stratégie, son conseil, son AG, etc. Et donc du coup, on a une assemblée des coopératives locales qui est donc politique. Et on a tous les directeurs qui sont réunis donc, dans le CODIR réseau avec les directeurs métiers qui sont au niveau des services mutualisés et puis les directeurs. Et donc tout ce qui a trait, par exemple, créer la nouvelle coopérative Enercop Pays de la Loire, donc donner la marque à un autre, du coup c'est des instances mixtes, donc qui sont à la fois politiques et opérationnelles et à la fois locales et nationales. Et donc ça fait toute la richesse de ce modèle, mais je vous raconte pas la complexité. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner un point de vue un peu personnel pour toi par rapport à ces deux modèles donc, que tu suis et que tu mets en place avec les autres qu'est-ce qui pour toi est vraiment avant-gardiste et qu'est-ce qui nécessite vraiment le plus d'efforts pour mettre en place cette nouvelle manière de faire, mais dans ton vécu personnel? Moi, avec donc Enercop, on expérimente la gestion par consentement, donc dans les décisions. Donc le conseil d'administration, par exemple, il vote le budget, il vote toutes les décisions en gestion par consentement. Et ça, c'est clairement quelque chose d'assez innovant. Enfin, tu peux nous expliquer ? Ouais, voilà. Tu vas expliquer après ou j'explique ? L'idée, c'est déjà c'est que dans le cercle du conseil d'administration, déjà tout le monde parle et participe. Et déjà, moi, pour faire beaucoup, parce que je suis administratrice, pas mal de réseaux de l'ESS, déjà savoir qu'on se déplace et qu'on parle et que, en fait, parce qu'il y a énormément de décisions qui sont faites par tour de parole. Donc chacun a déjà lu les documents, mais donc chacun a son tour pour réagir et on réagit par rapport au centre et pas par rapport à faire des espèces de ping-pong entre chacun. Et dans l'ESS, on est très fort. Donc il y a la gestion par consentement, c'est de dire qu'on arrive avec une proposition
Et c'est de vraiment avoir une méthode de découpage des moments, donc avec un temps de clarification, un temps de ressenti, de vraiment pouvoir exprimer voilà, ce que ça me fait là, ce qu'on me propose, et un temps de objection et bonification. Et l'objection, c'est je ne peux pas vivre avec, je pense que c'est pas... Donc on s'est formulé des objections et pouvoir travailler en groupe autour des objections. Du coup, le final, c'est d'avoir une décision bonifiée par l'intelligence collective du Conseil et qu'on reparte tous avec une décision à laquelle on consent, qui n'est pas forcément celle qui était notre proposition initiale, mais donc, on l'a bonifiée collectivement et on y consent. Voilà. Et donc ça permet de renforcer très fortement l'intelligence collective et c'est un apprentissage, ça prend quand même un peu de temps à s'y faire, quoi. Merci. Peut-être Yael, tu peux justement de la même façon que Basile a ouvert un peu à partir de l'exemple de Saint-Plan, nous donner un peu ce que tu reconnais dans ces modalités-là et ce que tu as peut-être l'habitude aussi de transmettre aux entreprises. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que donc nous, Infusio, pour commencer, on est une SAS à but lucratif, on n'est pas une ESS, on n'est pas une association, on n'est pas une SCOP non plus. On y avait réfléchi il y a 13 ans quand on l'a créé et on avait choisi de pas y aller plus par crainte de la lourdeur administrative que par choix de vocation. Et on s'est dit qu'on pouvait avoir le même type d'approche tout en n'étant pas nécessairement SCOP. Et je t'écoutais tout à l'heure décrire la gouvernance avec l'ensemble des principes que tu partageais. Et en fait, on coche à peu près tout, je pense, aujourd'hui. Donc, on parle de transparence, on parle de une relation aux salariés où on va, nous, beaucoup plus loin, enfin, assez loin, parce qu'on n'est plus dans une logique d'employeur-salarié, on est en partage de pouvoir, on est en gouvernance où chacun est en capacité à agir, à décider, à fonctionner, puisqu'on est organisé en cercle, en mode complètement hiérarchique, et chacun va pouvoir définir librement son organisation, sa rémunération, son temps de formation, son temps de vacances, de repos, et travailler sur des logiques de recherche de plénitude et recherche de performance individuelle et collective autour d'un projet partagé. Donc finalement, on coche un petit peu toutes les cases des scopes sans nécessairement être une scope ou être une structure de l'ESS, et du coup, ça fait un peu le lien avec le modèle hybride des business models. Il y a aussi des modèles de gouvernance hybride ou peu importe finalement la structure juridique de l'organisation, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir être au service d'un impact social et sociétal, et qu'est-ce qu'on met en place pour s'assurer que l'ensemble des actions et des missions et des projets d'entreprise soient dans cette direction-là et qu'on ne dérive pas insidieusement vers une logique beaucoup plus purement lucrative où l'argent redevient le sujet principal et le moteur principal de l'organisation, redevient ou devient, parce que pour le coup il n'est pas. Voilà, donc quel est le sens, quel est le purpose qu'on met en place. Et je pense que c'est ce qui fait le lien avec ce que tu as décrit, c'est dans des structures comme Enercop ou la Nef, ce qu'on voit, c'est des sociétaires qui sont hyper engagés, qui passent un temps fou, qui ne sont pas rémunérés, si je ne me trompe pas, les sociétaires, c'est des bénévoles, qui sont capables d'organiser des assemblées locales, je trouve ça incroyable. Et dedans, t'en as pas parlé, mais je pense qu'il y a des salariés qui sont eux aussi, parce qu'il y a un modèle de gouvernance différent, parce qu'il y a un rapport à l'autre et un rapport aux gens qui est travaillé, qui sont dans une logique d'engagement et d'envie et de sens beaucoup plus profond, beaucoup plus fort et beaucoup plus durable. Et qui change la donne, notamment dans le rapport à l'argent. C'est-à-dire que quand on est dans quelque chose où on sait pourquoi on travaille et on sait pourquoi on y est, on a moins besoin de compenser la douleur du quotidien par plus d'argent pour soi, quoi. Et on est plus en partage. Et du coup, aujourd'hui, dans les entreprises que vous accompagnez avec Infusio, c'est quoi les défis majeurs? C'est quoi le grand classique de la transformation que tu accompagnes? Nous, l'enjeu, c'est d'accompagner les organisations pour changer la société, en se disant qu'en modifiant le rapport au pouvoir dans l'organisation, et modifiant les rapports entre les gens et le rapport au succès aussi,
et à la réussite. Si on change une boîte de 5000 salariés, c'est 5000 personnes qui ont une famille, qui ont des amis, qui peuvent en parler et qui vont diffuser derrière d'autres choses possibles, dans une logique un peu en mode utopiste, mais réaliste complètement. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, je vous le conseille, il m'a fait beaucoup de bien. Et donc, les choses qu'on rencontre le plus souvent, c'est qu'on a souvent, quand on engage une transformation, des dirigeants qui sont habités par l'envie de faire autrement et qui sont conscients qu'il faut changer quelque chose. Donc certains, c'est défensif. Si on ne change pas, on n'arrivera plus à recruter, on va droit dans le mur, on va se faire dépasser. Donc ils ont besoin de changer pour ça. D'autres, c'est plus positif, c'est-à-dire on a envie de changer les choses pour faire du bien aux gens, pour faire du bien à nos clients, pour faire du bien à ce qu'on est, pour changer notre vision du monde aussi, notre impact sur le monde. Mais pas très souvent, c'est systématiquement... on lance des actions, on a une première année d'accompagnement qui produit des effets, où il se passe des choses, et finalement on travaille plutôt dans non pas dans la base, on sort d'une logique de verticalité pour créer des communautés d'acteurs internes qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de faire bouger le système, et ça se passe très bien au début, tant qu'on est dans cette logique d'expérimentation et de labo et de test. Et puis à un moment vient l'enjeu de passer à l'échelle, quoi, et de passer on a fait des trucs super sympas dans un coin avec des gens qui avaient envie, mais ça n'avait pas d'impact stratégique. Et puis là, merde, il faut peut-être mettre ça en place de façon beaucoup plus large et beaucoup plus générale dans l'organisation. Et là, le rapport au pouvoir, le rapport au statut, et là, le dirigeant ou les dirigeants qui avaient envie de faire ça, ça redistribue tout, quoi. C'est finalement quel est mon rôle, comment ça c'est plus moi qui décide de tout, ou je suis obligé d'écouter les gens, c'est compliqué, c'est long, c'est chiant, ça va pas vite, c'est fatigant. Et puis on parle alors c'est pas le cas partout, mais parfois on va jusqu'à de la transparence des investissements, des salaires, des choses comme ça. Il faut assumer son différentiel de salaire, il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir le vivre avec, le décalage. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que le principal écueil dans des transformations profondes, c'est le moment où on touche la nature réelle du pouvoir dans l'organisation et comment on va petit à petit faire en sorte de le faire évoluer pour arriver à rassurer les dirigeants et les salariés sur le fait qu'on n'est pas en train de leur enlever les choses, on est en train juste de modifier les rapports et de modifier et de libérer des trucs, de libérer au sens avoir plus de temps pour soi, avoir moins de pression, partager plus fortement les responsabilités et engager une dynamique plus positive, plus durable, plus pérenne. Mais ça veut dire un travail sur soi qui est hyper important. Amandine, justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que tu vois à la NEF ou à NRCOP des gens qui se retrouvent complètement réfractaires et qui se disent que finalement, si tout était hiérarchique et autoritaire, ça irait beaucoup plus vite et qui peuvent peut-être vivre une sensation de machine à gaz ou de perte de temps, quoi. Je pense que les deux entreprises sont en plein changement d'échelle et sur des marchés qui sont assez concurrentiels et ont connu du coup, on a recruté des personnes qui venaient de la banque pour la nef ou qui venaient d'Engie, qui venait qui apportait une expérience assez classique. Et donc, finalement, la transformation, c'est pas tout à fait dans une entreprise classique qui transforme. Là, c'est d'abord des pionniers, des militants, et c'est la nécessité d'embaucher des personnes aussi qui ont une expérience un peu plus classique, mais par contre qui ont une motivation hyper forte. Et c'est comment on fait vivre ça aussi. Mais du coup, il y a ensuite sur la question par exemple, quand il y a la CRACI, c'est des changements énormes. Et effectivement, on a connu aussi, même par exemple à l'INERCOP, la question du pouvoir, la question aussi, par exemple, je racontais, on passe d'une coopérative à tout un réseau de coopératives, mais du coup, comment nous, conseil d'administration national, on va laisser du coup les régions être autonomes, décider ça c'est,
ce qu'on voit, c'est que on est en train d'y arriver en ce moment, mais c'est aussi le temps. Effectivement, c'est la gouvernance, ça prend du temps, et donc c'est un investissement, et ça fait peur à nos financeurs aussi. C'est un peu le lien modèle économique gouvernance, mais clairement nos financeurs qui sont des financeurs de l'ESS, de la finance solidaire, leur première question quand même, c'est mais votre gouvernance là, c'est bizarre. Comment vous garantissez que vous allez pouvoir mettre votre stratégie en place, etc. Ça, c'est clair que être une coopérative, une SIC, donc ne pas pouvoir rémunérer le capital et en même temps d'avoir une gouvernance complexe, c'est aussi des défis pour l'environnement extérieur, quoi. Super, merci. Basile, peut-être, toi, tu es chez Make Sense, donc tu pourrais aussi peut-être nous parler, toi, de votre vécu, de cette gouvernance alternative que vous avez mis en place dans l'association et dans... Oui. Chez Make Sense, la différence de salaire, c'est 1,9. Étant entendu que l'âge doit aller de 22 à 32 maximum. Je peux vous parler de la dernière chose qu'on a fait dans l'équipe, qui est l'autodétermination des salaires. Et pour rejoindre, on peut mettre des process en place. Donc il y a aujourd'hui des pionniers en France et aux États-Unis qui ont mis des modèles sur comment on peut arriver à s'autodéterminer le salaire. Mais je pense que la vraie difficulté, c'est quand même l'interpersonnel. Et comment ces modèles-là, ils peuvent s'appliquer que s'il y a une confiance et une capacité. Tu parlais de communication non violente, ce genre de choses. Si on n'a pas ce prérequis-là, on ne va pas arriver à suivre ces modèles hyper inclusifs et les discussions sur des choses aussi compliquées et essentielles dans le travail qui est la rémunération sont compliquées. François ? Oui, nous c'est la Corée du Nord, donc c'est ça. Non, mais je dirais, dans une entreprise, en fait, il y a des questions de temporalité. Donc je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a des moments où de toute façon faut décider, on n'a pas de choix, on n'a plus de sous, il faut payer les salaires ou on trouve de l'argent. Donc là il faut des chaînes de commandement qui soient assez militaires en fait. Et puis, mais je pense que sur le fond, ce qui est important, c'est d'organiser des contre-pouvoirs. Enfin, l'entreprise, elle va quand même avec pas mal d'unicités de commandement aux moments les plus importants, en fait, que ce soit l'impact social ou que ce soit du levée de fonds, des crises de trésor. Mais organiser des contre-pouvoirs, pérennes, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, à Simplon, on est une entreprise des us, donc on a un comité des parties prenantes qui recouvre un peu ce qu'on appelle les stakeholders, donc tous nos partenaires. On a deux éléments de gouvernance qui sont importants. On a un comité exécutif qui se réunit une fois par mois et qui réunit des représentants de chaque équipe, mais qui ne sont pas les directeurs, donc ils sont désignés par les membres des équipes, et ils déterminent eux-mêmes leurs ordres du jour. Ils travaillent sur des sujets plutôt transversaux, un peu de fond, sur lesquels ils font des propositions. Et puis on a une dernière chose qui vient de la guilde, des guildes, et des modèles un peu comme l'holacratie là dont on a parlé. Donc on a des guildes qui sont quelque chose qui a été proposé par les gens de l'équipe. Donc c'est la possibilité pour chaque salarié, pour tous les salariés, de se regrouper une demi-journée tous les 15 jours sur un sujet de leur choix. Donc sur le temps de travail, ça peut être des sujets qui ont à voir avec l'entreprise ou des sujets qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Il y a une guilde qui s'échange des livres, il y en a une autre qui fait du sport. Voilà, et c'est important parce que les deux projets dont on a parlé tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur les réfugiés et sur les femmes, et ben en fait c'est des propositions qu'on fait des guildes, donc des salariés à l'intérieur des entreprises, sans que ni Fred ni moi soient présents, et en nous proposant des projets qui étaient très aboutis, en nous disant on trouve ça bien, allez trouver de l'argent pour le faire, quoi. Voilà. Donc c'est des éléments de contre-pouvoir, si vous voulez, organisés, mais après il y a l'alignement, du consentement, c'est des choses importantes bien sûr, mais il y a quand même plein de moments où on est obligé d'aller vite, de décider, en espérant ne pas se tromper, quoi. Okay. Eh ben, déjà on peut les applaudir. Et puis surtout maintenant c'est à vous de poser des questions, on a une vingtaine de minutes.
Je voulais vous poser une question assez large sur la loi qui va arriver, incarnée par la puissance publique, donc par le gouvernement en l'occurrence. La loi Pacte qui va arriver et qui est sans cesse repoussée en Conseil des ministres, où on va a priori avoir droit à inscrire une raison d'être dans le statut des entreprises qui serait différente de la raison d'être du marché. Voilà, je voulais avoir votre sentiment sur cette possibilité. Peut-être on peut prendre 2 questions à la fois, comme ça fait une variété. Vous retenez? Vous avez la mémoire? Ouais. S'il y a une autre question. Ah, quand même. Bonjour, moi j'avais juste une question plus sur l'aspect gouvernance. Donc, qui dit gouvernance dit partage des décisions, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un défi justement ou est-ce que les personnes de la NEF ou de NRCOP l'ont rencontré, sur justement le partage de l'information, comment faire pour que chacun ait la même information et puisse décider de façon raisonnée? Ah oui, vous pouvez, François, me murmure que vous pourriez vous présenter quand vous posez les questions, comme ça on sait qui vous êtes, c'est cool. Donc moi c'est Maxime et je viens de rejoindre la promotion associée On Purpose. Moi c'était Aurélien, moi-même, qui est déjà pas mal. Aurélien, c'est toi-même. Je viens du monde de l'humanitaire. Alors du coup, 2 premières questions. La loi Pacte, la question de l'implication de l'intégration de la raison d'être dans les statuts, et la gouvernance, comment est-ce qu'on fait pour vraiment partager l'information? À vous les studios. Ah, on n'a plus que celui-là? Ah, bah il n'y a que François qui pourrait... Ah non, il y a un fil qui est long. Vas-y. C'est bon. Pour être complètement honnête, j'ai pas lu tout le contenu, enfin j'ai pas lu le contenu de la loi Pacte, j'ai lu quelques articles sur les entreprises à mission. Moi, ce que ça me dit, ce que ça m'indique, c'est que y a un truc qui est en train de bouger, que ce qui était une évidence avant, qui était les entreprises savent faire de l'argent, c'est en train de changer, et que ce qui était très émergent il y a encore 5 ans devient mainstream d'une certaine manière, et que c'est plutôt une bonne chose. Derrière, on voit déjà des discussions, des échanges sur mais du coup c'est du pipeau, ça va permettre, on va avoir du mission washing comme on a du greenwashing sur la RSE, des choses comme ça. Oui, évidemment, n'empêche que ça donne la possibilité à plein de structures qui aujourd'hui ne savent pas comment le gérer, qui ne sont pas SCOP, qui ne sont pas associatifs, qui ne sont pas ESS, de se dire en fait c'est plus que ça, quoi. Et c'est plus que juste générer de l'argent, c'est plus que juste satisfaire ses clients, c'est apporter quelque chose à la société, au monde. Et je trouve ça intéressant d'avoir cette opportunité-là, de pouvoir avoir des boîtes qui s'impliquent là-dessus. Et je fais confiance aux acteurs de ces entreprises-là pour bousculer le système si jamais c'est du pipeau et que c'est manipulatoire, pour faire plaisir à des gens ou pour essayer d'attirer des clients de façon un peu inadaptée. Voilà. Peut-être Amandine, comment est-ce qu'on partage l'information? Ouais, je voulais juste dire qu'on n'est pas SCOP en fait, on n'est pas société coopérative ouvrière de production, on est la NEF c'est une coopérative, loi 47, et NRCOP c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui a un statut qui date des années 2000. Et donc sur la question de la gouvernance, comment partager l'information, effectivement, c'est un gros sujet. Déjà, par exemple, la NEF, le fait de publier l'intégralité des prêts qu'on fait avec la description, les montants, etc., ça c'est vraiment c'est quelque chose de hyper fondateur. Pareil, le rapport annuel, c'est un gros boulot. Après, on a une certaine même obsession de l'information sociétaire, mais qui est, je pense, on a un peu 2 cercles. On a les sociétaires actifs, donc on en a autour de 300. Et donc ceux-là, ils sont... il y a une lettre par mois et on leur dit
Maintenant, on a changé, on essaye de parler d'abord aux salariés, ensuite aux sociétaires, parce qu'il y a un moment où il y avait tellement cette obsession de l'information aux sociétaires qu'ils étaient informés avant les salariés, donc ça allait plus. Voilà. Donc ça, c'est un vrai enjeu, mais par contre, maintenant, ce qu'on a comme enjeu, c'est entre 300 sociétaires actifs qui sont hyper en demande, hyper investis, et 40 000 sociétaires, comment on fait le pont entre les deux, et comment on anime la communauté au-delà de vraiment l'information très interne. Voilà. Et en termes d'animation de communauté, je pense que... Sur le flux d'informations, je pense que nous on a le problème parfois inverse, qui n'est pas le pas assez d'informations mais le trop d'informations, et comment tu arrives à ingérer notamment. Chez Nexence, comme dans beaucoup d'endroits, on utilise Slack dans le logiciel de communication, et comment tu fais pour pas être submergé d'infos et pour pouvoir quand même réussir à t'investir dans un projet et pas passer ton temps à essayer de ne pas louper une information. Le sujet, je crois qu'il est encore plus comme ça en fait. Il y a peut-être des outils digitaux qui sont Slack, Lumio, je ne sais pas ce que vous avez comme outils. Je pense que ça pose aussi, au-delà des outils, effectivement, l'excès d'information ou le manque d'information, pour moi, ça pose la question de la décision plus. Parce qu'après, si on met comme principe d'être transparent et de rendre accessibles les infos, si on a envie de les trouver, on peut les trouver. L'enjeu, c'est comment on fait pour décider, parce qu'il y avait ça en partie dans la question de Maxime, si je ne me trompe pas, comment on fait pour décider correctement, c'est-à-dire avoir les bonnes informations pour pouvoir décider dans l'action. Là, pour le coup, c'est accepter le fait que, quelle que soit la taille de la structure, qu'on soit 5 ou qu'on soit 500 ou 5000 ou 50 000, que tout le monde ne peut pas contribuer à tout et décider de tout, sinon on est dans la paralysie permanente, et qu'il faut trouver un système d'organisation qui va permettre de démultiplier les capacités de décision en s'organisant en petites cellules à qui finalement l'ensemble du corps social délègue sa confiance pour agir, parce que cette petite cellule est celle qui a le plus de temps et d'expérience sur le sujet concerné. Voilà, donc c'est je pense qu'il y a ce sujet-là aussi. Du coup, on va devoir mettre en place une méthode pour répondre à toutes les questions. Il nous reste 5 minutes. Quelles sont les questions restantes? Levez la main. Il y en avait une devant. Ouais, on va encore en prendre plusieurs. Non, mais allez-y. On peut en prendre... Comment? Oui. Allô? Oui. Ok. Ben moi, c'est Thomas. Et je suis quelqu'un de lambda, ni dans les assos, ni dans les ONG. J'aurais une question plus pour Amandine et Yael. Sur cette gouvernance solidaire, est-ce que vous pensez qu'il y a une taille critique? C'est-à-dire entre une entreprise qui fait 10 salariés, l'entreprise qui fait 1000 salariés, et carrément, si on pense à des boîtes comme Siemens qui sont plutôt à 100 000 salariés, est-ce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus mettre en place une gouvernance solidaire? On continue à reprendre, on va prendre 3 questions à la fois, comme ça. À répondre aux questions. Bon. Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis fellow on purpose de la 2e promotion. Et ma question s'adresse plus particulièrement à Yael. C'est quoi une gouvernance vivante? Et il y a une deuxième question pour tous les autres invités, c'est quels ont été les grands changements de gouvernance, peut-être un changement de gouvernance pour chacun, qui vous a marqué et qui a été particulièrement bon, soit pour vos structures, soit pour les personnes avec lesquelles vous travaillez. Il y a encore une. On est fou. On est complètement fou. Je crois que derrière, il y avait... Non? Bonjour, Rémi Amaury. J'avais une question pour Amandine. C'était un peu nous expliquer la différence entre une banque mutualiste et une banque coopérative, et s'il y a une différence ou si c'est la même chose. Enfin, pourquoi s'appeler coopératif voilà. Alors pour vous, les défis, ça va être de répondre de manière courte et efficace. Alors, sur la première question, je prendrai l'exemple le plus simple, le plus évident, je pense le plus adapté, c'est Gore, WL Gore, qui est une entreprise qui a été créée, excusez-moi, merci, qui a été créée dans les années 50, qui travaille sur le téflon, qui a créé le Gore-Tex notamment, et plein d'autres choses. Eux, ils sont aujourd'hui 50 000 dans le monde, et ils ont identifié que dès qu'ils passaient 150 personnes dans une entité, dans un lieu, dans un espace, on perdait le lien individuel à chacun, et donc
la stratégie individuelle n'était plus compensée par le lien qu'on avait à l'ensemble des personnes dans l'organisation. Et donc pour conserver ça, dès qu'il dépasse 150, il recrée une structure ou une entité à part et il loge des gens dans d'autres locaux. Et donc il fonctionne en cellule de 150 personnes maximum. Et je pense, et j'ai lu quelques articles de scientifiques là-dessus qui confirment ça. Et donc 150 personnes semble être le maximum pour pouvoir avoir un collectif qui est en confiance et qui est capable de se soutenir et de travailler de cette manière-là. Et on peut démultiplier à l'infini, c'est ça qui est intéressant. Oui, je pense que la réflexion de NERCOP, elle a été dans le même sens. Enfin, il y a aussi une question de territoire. Il n'y a pas que juste un... Donc, mais le sujet, c'est bien ça. Et c'est aussi, même dans les services mutualisés, c'est comment on peut faire une unité dans telle ville. Enfin, surtout ne pas tout mettre à Paris. Mais, enfin, le siège de la NEF, il est à Lyon, mais c'est la même chose. C'est le côté centralisé. Donc, que ce soit dans une seule coopérative ou dans 10, les deux en fait travaillent sur relocaliser l'entreprise. Il y avait la notion de gouvernance vivante et surtout un exemple de changement de gouvernance que vous avez vécu, chacun hyper concret. Ouais. Gouvernance vivante en 2 mots, c'est le fait qu'en fait l'organisation d'un collectif, d'un groupe de personnes mobilisées autour d'un objectif partagé est forcément doit être évolutive, va être évolutive parce que c'est vivant dans le sens où il se passe un certain nombre de choses, on est en lien avec l'écosystème, que rien avec lequel on travaille, que rien n'est complètement étanche et que si on est dans la capacité à adapter notre gouvernance à la réalité, aux entrants, aux sortants, aux infos, aux externalités positives, négatives et à l'impact de nos interactions, alors on est capable de rester aligné sur la raison d'être en gardant que ça comme axe de travail. Et donc s'adapter pour rester aligné sur la raison d'être, c'est être dans une organisation vivante. Donc ça veut dire que le process décisionnel qu'on a mis en place un jour peut changer brutalement, radicalement le lendemain parce qu'il y a une bonne raison pour ça, pour améliorer. C'est ça la gouvernance vivante. Moi, c'est comme ça que je l'expliquerai. L'élément de gouvernance qui pour moi a fait la différence, c'est quand... alors c'est très personnel, c'est quand j'ai compris, ça a mis du temps, ça a mis 12 ans, j'ai compris que la recherche d'harmonie était harmonie systématique dans le système, dans l'organisation, était un frein phénoménal à la capacité à progresser et à fonctionner et à décider et à agir en collectif. Et qu'en fait, traiter les tensions, c'est l'holacratie qui parle de tensions notamment, traiter les tensions, les sujets épineux, les difficultés, les conflits, et mettre en place des processus. Donc nous, on a mis en place un processus de feedback systématique. Donc comment on apprend à se faire du feedback pour être bienveillant, pour le faire positivement et pour que ce soit apprenant pour les deux. Ça a radicalement changé, moi, mon rapport aux autres dans l'équipe et je pense que ça a bouleversé la façon dont on est capable de progresser et d'avancer aujourd'hui. Oui, un exemple, on a mis en place cette année au comité de direction de la NEF l'analyse de la pratique qui est un peu sur ce que tu dis, c'est-à-dire que donc c'est des réunions qui ne sont pas avec l'ordre du jour, le truc hyper timé, et c'est plutôt c'est un temps entre directeur directrice où on arrive chacun avec une tension. Et il y a toute une méthode de temps d'écoute du récit de chacun, un temps de questions d'enquête enfin, c'est toute une méthode, et du coup une espèce de retour collectif, une réflexion des autres sur ma question à moi, et qui peut avoir un lien avec ma fonction, mais ça peut être quelque chose d'autre, ou un truc perso-pro, enfin, je veux dire, et de pouvoir prendre ce temps de tout le collectif qui se penche sur le problème que vit l'autre et qui l'empêche de dormir, c'est hyper riche, et ça a vraiment dynamisé la dynamique de groupe, quoi. Hyper concret. Ça a été dit, la culture, c'est la mesure. On a, pour la 2e année, Make Sense a mis en place
une étude du bien-être en entreprise. On n'a pas fait ça tout seul, on a fait ça avec des pros. Ça s'appelle l'Institut Spinoza, je crois. La Fabrique Spinoza, l'Institut Spinoza. Et là, ça arrive aujourd'hui, il faut remplir pour la 2e année. C'est un questionnaire qui doit faire 45 minutes. Moi, ça a été un choc de le remplir la première fois et surtout de voir la capacité d'analyser des résultats et d'en tirer des conséquences hyper opérationnelles dans les équipes. Et tout ça, ça aurait pas... Donc plein de choses qui ont été mises en place dans les manières de sollicitation d'avis, des temps de bien-être et tout. Tout ça est parti de cette étude de 45 minutes. Pas très original. Nous, on a un comité de direction qui dure 1 heure et pas plus, et on n'a pas le droit d'utiliser son portable ou son ordinateur comme au Conseil des ministres, ce qui pour une entreprise de la tech est difficile. Mais je me sens pas là d'expliquer le système mutualiste. Mais il faut juste savoir que en France, il y a 5 groupes bancaires. Moi, je connais bien celui auquel l'ANEF est associée, qui est BPCE, via le Crédit Coopératif. Et je pense que, du coup, au-delà de savoir qu'est-ce que c'est une coopérative, qu'est-ce que c'est une mutuelle au niveau de la banque, il faut vraiment savoir que c'est des grands groupes aujourd'hui. Par exemple, la dirigeante du Crédit Coopératif, elle est nommée par BPCE. La trésorerie est mutualisée, gérée par Natixis, etc. C'est tout un... au niveau de la gouvernance, déjà, la question c'est qui nomme le dirigeant, déjà. Parce que il y a beaucoup de choses qui partent ensuite de là, mais je ne veux pas trop m'étaler sur la question. Bon, allez, comme on dit ça, on va quand même prendre encore une dernière salle de questions parce qu'on a envie de savoir ce que vous vous dites. Et puis après, on va clôturer. Dernière question de la salle. On en prend 3 max. Oui. Bonsoir. Moi, c'est Pierre, je suis associé On Purpose. Vous êtes un peu tous des pionniers et j'aurais aimé avoir votre vision sur l'évolution. Vous êtes inspirant aussi pour nous. Il y a de plus en plus de monde qui vous écoute, qui vient nous voir. Et je voudrais savoir comment vous êtes perçu par les entreprises plus classiques. Qu'est-ce qu'ils viennent vous voir? Vous demandez de faire partie de leur conseil d'administration, par exemple. Est-ce que leur perception a changé, a évolué ces derniers temps? Autre question? C'est le moment. Oui, c'est toujours moi, du coup. C'est pour Yael, particulièrement. Tu disais tout à l'heure que il y a des résistances au bout d'un certain moment. Peut-être j'ai pas entendu, mais qu'est-ce que tu fais du coup dans ces cas-là et comment tu amènes à aller au bout, parce que je suppose qu'ils ont signé aussi une sorte de contrat, un parcours avec toi, avec une fusion. Donc, comment tu les amènes à aller au bout malgré ces résistances? Dernière question pour le trio. Moi, c'est Christian. Je suis lambda aussi. Ce qui m'intéresserait de savoir, François Durollet l'a évoqué tout à l'heure par rapport au modèle de Simplon, c'est est-ce que vous connaissez à l'étranger d'autres systèmes qui fonctionnent un petit peu comme vous fonctionnez, et quelles sont en fait les tendances que suivent à l'heure actuelle? Donc je vous laisse répondre, ce sera votre propos de la fin, donc profitez-en pour conclure. Oui, très vite. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai changé d'univers professionnel, il y a beaucoup de mes collègues m'ont dit « mais tu vas faire un métier de fille ». Voilà, donc vraiment. Et donc, et très souvent, je dis aux associés d'On Purpose, très souvent quand on met des annonces, quand on cherche à recruter, etc., on a beaucoup de femmes et très peu d'hommes. Et finalement, je me dis, mais je me le dis vraiment profondément, je pense que s'il y a une chance que quelque chose change, c'est en donnant plus de pouvoir aux femmes. Je le pense vraiment sincèrement. C'est pas sûr que ça marche, mais en tous les cas, on a donné Et sur l'étranger, où il y a énormément de modèles de pays comme la Suisse, les États-Unis, notamment toute la philanthropie anglo-saxonne est très intéressante. Il y a beaucoup de facteurs d'évolution. Il y en a dans les pays nordiques.
Donc c'est très enrichissant de regarder ce qui se passe ailleurs, mais il y a un mouvement effectivement un peu mondial, je dirais, d'essayer de trouver des modèles différents, mais enfin c'est pas gagné. Moi, je voudrais terminer sur le... On a parlé beaucoup des entreprises aujourd'hui et rappeler la force du régulateur et l'importance qu'il faut lui accorder en général. Territoire zéro chômeur longue durée, je vous ai donné aujourd'hui, ça sort des milliers de personnes de la précarité, ça a été possible parce qu'il y a un député qui s'est emparé du sujet, qui a fait une loi d'expérimentation. Dans les modèles, si vous posez des questions les plus intéressants, il y a sans doute les contrats impact social qui font partie d'un nouveau mode de financement qui est libre public-privé. Ça, c'est possible parce qu'il y a des régulateurs qui le permettent de le faire aussi. La loi Pacte, moi, je n'ai pas du tout lu le dossier, je ne sais pas si mettre des raisons d'être d'entreprise vont permettre de changer le fond. En tout cas, mettre des normes et des régulations environnementales plus fortes, là, pour le coup, on changera vraiment les choses. Donc moi, mon message, c'est celui-là. C'est quand même beaucoup au niveau de la loi qu'on peut avoir un impact systémique. Et nous, on s'est beaucoup inspiré quand l'ANF a été créée de modèles européens, enfin, en Allemagne, en Hollande. Donc il y a plein de choses. On s'est beaucoup inspiré aussi pour la gouvernance de l'organisation de Banca Etica en Italie. Au niveau aussi énergétique, les coopératives d'énergie en Europe. On est vraiment à la traîne en France, donc il y a beaucoup d'inspiration de l'étranger. Après, effectivement, on voit que ça bouge un peu partout. On a des films qui sortent au cinéma pour nous le raconter. Après, on voit que c'est pas facile de faire des modèles alternatifs, que ce soit dans la banque ou dans l'énergie. C'est quand même bien compliqué et le régulateur, je ferai la différence avec le législateur, mais en tout cas le régulateur dans la banque par exemple, c'est clairement pas dans son champ et ça ne le sera pas demain. Donc c'est vraiment, on se bat avec un régulateur qui nous impose de plus en plus que ce soit d'audit, de reporting, etc. Mais parce qu'ils sont sur un modèle où déjà comprendre qu'on n'est pas là pour faire du profit et servir des taux et c'est en dehors déjà du mode de réflexion des régulateurs. Donc du coup, on est vraiment encore bien alternatif. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a bien un mainstream qui a des logiques très différentes, même si moi, dans la finance solidaire, au conseil d'administration du collectif La Finance Solidaire et la Finansol, il y a BNP Paribas, il y a tous les acteurs bancaires ont des produits solidaires. Après, ça ne change pas ce qu'ils font par ailleurs, quoi. Nous, il y a 10 ans, on passait pour des zozos. Dire qu'on pouvait faire d'autres façons d'organiser les entreprises et de tout ça. Il y a 5 ans, il y a eu Gary Hamel et Isaac Getz qui ont écrit un bouquin, donc d'un seul coup, on était des idéalistes, mais qui avaient peut-être des choses à faire, mais pour personne, plutôt pour des gens alternatifs, pas pour des entreprises classiques. Aujourd'hui, il commence à y avoir de l'intérêt, mais on est au niveau de l'opinion, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une espèce de culture globale des dirigeants sur il y a des modèles alternatifs qui sont expérimentés, mais il y a encore énormément de travail avant que ça devienne une option crédible dans leur esprit pour la plupart des dirigeants des entreprises et des organisations non lucratives ou administratives. Voilà, après je sais plus ce qu'on avait dit. S'il y avait une question pour moi, c'est ça. C'est ça. Merci Que faire face aux résistants? Oui, voilà, ça. Il y a deux choses. En fait, il y a deux approches pour accompagner ça, hein, c'est-à-dire le rapport au pouvoir. D'abord, de ne pas de sortir. Enfin, il y a un prérequis et deux axes. Le prérequis, c'est de sortir de la logique de la verticalité. Donc, c'est pas de travailler dans une volonté top-down ou bottom-up, parce que tout ça, ça reste de la verticalité et on reste dans une logique pyramidale de pouvoir classique. Quand je fais du bottom-up, je vais proposer des choses à mes supérieurs qui vont dire oui ou non. Ça reste
la même chose que si mon supérieur me dit quoi faire, c'est pareil. Ça ne change rien. Donc on travaille sur une logique de middle out. C'est quelque chose qui a été développé par Henry Mintzberg, qui est un chercheur canadien, qui parle de community ship et qui parle de transformer les entreprises pour en faire des communautés vivantes. Donc il faut travailler dans cette logique-là, et c'est en fait par contamination positive que, ça c'est le premier axe, par contamination positive que le système va basculer. Ce qui est intéressant, ce qu'on a identifié dans notre R&D, c'est qu'en fait si 20% des salariés d'une organisation travaillent différemment, ont engagé des pratiques et des procédures innovantes, alternatives, en fait ça fait basculer la culture de la boîte. Et d'un seul coup, tout le monde va dire, ici c'est comme ça qu'on travaille. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on travaille sur 20%, l'enjeu c'est de toucher 20% des salariés, pas 100%, et l'enjeu c'est de faire ce qu'il faut là-dessus. Il faut malgré tout que, pour que ça fonctionne, le dirigeant ou les dirigeants soient ouverts et accueillants de ça, et travaillent sur eux-mêmes. Et pour les aider, donc il y a un travail sur soi, sur le rapport au pouvoir, etc. Ils peuvent se faire coacher, on leur suggère ça généralement. On n'est pas coach, on ne le fait pas, mais il y a du coaching, il y a des formations, il y a des learning expeditions, enfin il y a plein d'outils pour les aider à décliquer. L'autre élément, c'est mettre en place des mesures, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas, ce qui n'existe pas aujourd'hui, ou très peu, c'est des mesures pour comprendre l'impact de ces transformations et de ces changements de gouvernance et de pratique dans les organisations. Et en fait, quand on commence à mesurer, on voit des choses assez hallucinantes. C'est-à-dire que là où les entreprises vont chercher un demi-point ou un point de productivité en faisant des investissements ou des transformations de procédures ou de processus monstrueux qui prennent un temps fou et beaucoup d'argent, la pratique managériale peut générer 10, 12, 15% d'augmentation de la productivité ou des résultats. Donc en amenant ces choses-là, donc en revenant dans leur monde, en leur donnant des éléments et des critères qui sont purement économiques, purement dans leurs besoins ou leur type de reporting à leurs actionnaires, on arrive à faire, on commence à arriver à faire bouger le système et les dirigeants pour dire, en fait, c'est un levier de performance d'être attentif aux salariés, d'être attentif aux équipes et de mettre en place un autre regard sur le pouvoir. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On termine avec un petit mot de Marion. Alors, d'abord, je tenais à vous remercier tous chaleureusement d'avoir pris du temps pour partager votre expérience. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était une très belle conférence, donc merci pour ça. Ce qui est important pour nous chez Unpurpose, c'est qu'on pense que l'entreprise sociale, c'est un modèle qui va pouvoir nous permettre de prendre en compte les grands défis de notre société actuelle, soit les défis environnementaux ou sociétaux. Mais vous l'avez compris, au travers des différentes interventions, il y a plein de modèles différents parce qu'il y a beaucoup de défis à relever et beaucoup de types d'organisations qui s'y prêtent. Et là-dessus aussi, on est persuadé d'une seconde chose, c'est qu'on a besoin, tout autant que nous sommes, des meilleurs talents en fait, pour faire grandir cette économie, parce qu'on a besoin de cette économie pour relever ces défis de cette nouvelle société. Et c'est très important pour construire un futur pour tous. Et donc, on va vous inviter maintenant aussi à on va dire, entrer en interaction avec cette communauté, parce qu'on a une communauté, on a la chance d'avoir une communauté qui est très riche, qui nous accompagne depuis le début de ce projet. Donc vous avez vu sur les fenêtres à certains endroits, on a chacun d'entre nous, on a des petites gommettes, n'est-ce pas, où on va pouvoir se reconnaître. Donc parmi toutes les couleurs que vous pouvez trouver, donc il y a tous les associés donc actuels qui sont dans la promotion du programme associé Unpurpose, qui sont en couleur bleue, voilà. Donc n'hésitez pas à aller les rencontrer. Ensuite, on a les fellows qui ont fini le programme associé Unpurpose et qui, eux, sont en rose. Donc ils vont pouvoir vous parler aussi de leur parcours après le programme. Ensuite, on a les personnes qui travaillent actuellement dans l'association Unpurpose, donc moi y compris, donc nous sommes en rouge. Ensuite, on a les entreprises hôtes, voilà, qui nous font le bonheur d'accueillir chacun de nos associés au cours du programme. Donc eux sont en jaune. Et autour de ça, on a une belle communauté qui nous aide justement à former les associés dans le cadre de ce programme-là, qui eux sont en vert. Donc c'est tous les mentors, les coachs qui vont accompagner tous nos associés au cours des années, et également, bien évidemment, les formateurs, dont Physio fait partie. Voilà. Alors, on va vous laisser un moment pour échanger tous ensemble autour d'un apéro, parce que c'est quand même bien plus sympathique de le faire comme ça. Et par contre, un détail effectivement important, question importante au niveau technique, on est ici accueillis par l'association Aurore,
qui nous a ouvert ses portes. Donc c'est important aussi qu'à un moment donné, on va devoir libérer la salle. Donc on vous fera un petit signe, n'est-ce pas, quand il faudra libérer les lieux. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier une nouvelle fois parce que vous êtes très nombreux ce soir. Une nouvelle fois aux intervenants qui ont pris le temps de venir avec nous. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci.